Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Info Hebdo de ce 28 octobre 2023. Ce rendez-vous de décryptage de l'actualité politique de la semaine sur ESAE TV. Ce samedi, nous parlons du port autonome de Cotonou qui a annoncé la suspension des importations des marchandises à destination du Niger. Nous parlons également de l'ancien président Thomas Boniaï, devenu désormais président du parti d'opposition Les Démocrates. Une actualité qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlerons également de la répression contre les chargements hors gabarit qui démarrera sous peu par les éléments de la police républicaine. Avant de retrouver mes invités que sont Marcel Hueto, directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin, et Koshimo Humbadji, journaliste à Bénin Web TV, avant de retrouver les invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus à Cotonou, à Akpakpa, Bredjomede Calavi, sans oublier Parakou. Juste après la pub, on se retrouve pour le décryptage. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, Marcel Hueto, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à tous les internautes de ESAE TV. Ça fait un moment qu'on vous a vu par ici. Ah oui, c'est toujours pour la bonne cause. Quand on revient, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir d'être de publication de 24 heures au Bénin. Koshimo Humbadji, bonjour. Kader, bonjour et bonjour aux internautes. Sacré bail également, journaliste à Bénin Web TV. Alors, Marcel Hueto, du côté de 24 heures au Bénin, comment avez-vous analysé cette actualité liée à la suspension des importations des marchandises à destination du Niger? Je crois que la note circulaire dont nous avons pris connaissance hier ne doit pas être une surprise. C'est dans la droite ligne des mesures prises par le Bénin depuis cette situation que moi j'appelle une situation politique déplorable à côté, au nord du Bénin, sur le voisin du Niger. Alors, depuis, le Bénin a fermé ses frontières parce que les mesures ont été prises au niveau de la CEDEAO. Et si vous avez fermé les frontières, cela veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, que ce soit déplacement humain ou que ce soit déplacement de marchandises. Donc, il n'y a pas cette libre circulation entre les deux pays. Mais si dans le même temps, vous autorisez les commerçants, les importateurs, depuis le Niger, a fait passer, puisque n'oubliez pas que le Niger, c'est l'un des pays de l'Interland, et que de l'autre côté, vous autorisez les importateurs de ce pays à lancer des commandes et à faire venir leurs marchandises par ici, vous devez aussi leur permettre de faire passer le... Entre-temps, vous avez si... Ça fait une contradiction, vous comprenez? Donc après, certainement que les autorités béninoises ont pris le temps de réfléchir, de se poser des questions. Est-ce qu'il faut finalement trouver une solution? Mais tant que la situation ne s'est pas clarifiée, je veux parler de la situation politique, on ne peut pas continuer. Soit vous allez au bout de ce que vous avez pris comme l'idée, voilà, comme décision pour le moment, pour décourager cette politique
que nous connaissons et qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau au sud du Sahara. Si vous avez décidé de décourager cela, de montrer que ce n'est pas la bonne méthode pour la politique au niveau des pays africains, vous devez aller jusqu'au bout de vos idées. À partir de ce moment, je crois que c'est logique qu'on puisse dire à ces importateurs qu'à partir d'un certain moment, du moment où nos frontières sont fermées, nous ne pouvons pas continuer à vous laisser importer par notre port parce que ça fait une contradiction. Nous décidons de fermer, c'est que nous ne voulons plus permettre cette libre circulation entre les deux pays. Pourquoi alors autoriser au niveau du port de Cotonou l'importation, permettre aux importateurs de faire passer leurs marchandises? Je crois que il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre. Maintenant, ça a vraiment des conséquences. Nous n'en sommes pas encore là. Ce seraient des conséquences économiques pour le Bénin et pour le Niger aussi. Alors, Coach Moumbani, quelle est votre opinion sur cette suspension-là? Alors, je pense que c'est une décision logique également, parce que déjà, si vous fermez les frontières, ça veut dire que vous empêchez la libre circulation. Et dans le même temps, vous ne pouvez pas en même temps autoriser les importateurs donc, à exploiter le port. Et je pense que dans la note, il y a des alternatives qui ont été proposées aux importateurs. Par exemple, qu'ils mettent en consommation les produits au Bénin, ou bien encore ils peuvent trouver des voies de détour. Et je pense que tant qu'il n'y ait pas une solution du côté de Niamey, la situation va rester telle quoi, le statu quo. Le statu quo, mais est-ce que c'était nécessaire au regard des enjeux qui ont conduit à la fermeture de cette frontière? Était-il nécessaire de prendre encore cette décision-là? Oui, bien évidemment, sinon on va se retrouver dans une contradiction. Comme le doyen l'a dit, on va se retrouver dans une contradiction où vous ne pouvez pas fermer les frontières et en même temps autoriser les gens à exploiter votre port. C'est une décision assez logique à mon avis. Assez logique à votre avis. Alors, Marcel Retour, lorsque je me retourne vers vous, j'ai envie de m'interroger, de savoir, lorsque la décision là a été prise par la CEDEAO, les sanctions qui ont été prises de part et d'autre par la CEDEAO, et qu'on observe qu'il y a des pays qui sont membres de la CEDEAO, qui ne respectent pas cette décision-là. En grande partie, ces pays, nous avons le Bénin et le Togo, qui partagent les frontières avec le Niger. On voit que le Togo bafoue pratiquement ces dites décisions-là de la CEDEAO. Est-ce que de notre côté, on ne pourrait pas faire preuve un peu de flexibilité? Non, avant d'arriver à la logique de flexibilité dont vous parlez, je voudrais d'abord qu'au niveau de chaque pays, ça dépend de ce que vous avez comme politique. Aujourd'hui, sans vouloir faire du chauvinisme ou sans vouloir me montrer un peu égoïste, en matière de démocratie aujourd'hui, nous n'avons on n'a pas à se comparer au Togo. Ce n'est pas le même parcours politique aujourd'hui. Et dans la sous-région, il y a très peu de pays qui ont aujourd'hui le parcours démocratique du Bénin. Le Bénin a servi à un moment donné d'exemple. Le Bénin a lancé un signal que pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest a suivi à un moment donné. Alors, si le Bénin a constaté que ce qui se passe au Togo et au Niger, ce n'est pas une démarche démocratique qu'il faut encourager. Alors, nous, depuis très longtemps, on a fini avec ce comportement. Et nous voulons faire en sorte que ce soit cet exemple-là que les pays africains puissent suivre, prendre comme modèle. Et qu'on se rend compte que tout de suite, à nos côtés, un de nos voisins ne respecte pas ces principes que nous avons choisis comme l'idéal pour la bonne marche d'un pays, pour le développement, pour l'élan vers le développement d'un pays. Si nous avons choisi de suivre ce démarche que le voisin ne suit pas, il faut lui montrer clairement que ce n'est pas la meilleure méthode et que nous n'adhérons pas à cela. Et je crois que je suis entièrement d'accord dans le fait que le Bénin puisse respecter les décisions de la CEDEAO. C'est la communauté qui a décidé. Il ne faut pas voir le fait que ce soit un président d'un pays qui dirige, mais il faut voir à travers la CEDEAO toute la communauté. Mais certains analystes politiques ne voient pas. C'est pourquoi je disais... Ils estiment que la CEDEAO, appelée un chat un chat, c'est pratiquement un syndicat des chefs d'État. Oui, c'est leur position. Il faut partir de... Vous savez, on a toujours en Afrique ce problème de faire en sorte que nos institutions soient des institutions suffisamment fortes. Et pour que ces institutions soient fortes,
il faudrait que ça parte de quelque part. Il faudrait qu'il y ait de ces pays-là qui décident vraiment de suivre ce que dit les autres. Vous imaginez que ce soit le Togo seul qui, à un moment donné, ne respecte pas ce que décide la CEDEAO. Je pense qu'à un moment donné, ils vont commencer par se poser des questions. Vous imaginez que sur peut-être la majorité des pays, l'ensemble décide de décourager ce qui se passe au Niger. À un moment donné, le Togo va se poser des questions. Et plus on se remet en cause et on réfléchit, plus on est en train de donner de la valeur à la CEDEAO, cette institution. C'est parce que chacun essaie de faire ce qu'il veut à un moment donné qu'on assiste à ce qu'on décrédibilise cette institution extra-régionale qui a quand même une haute portée. Alors, Kouchibou Mbadi, vous, est-ce que vous êtes pour le respect ou non de ces décisions qui ont été prises par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO? Déjà, il faut parler de la position du Bénin dans ce conflit. On a vu le président du Bénin qui a été très vite sollicité lorsque la situation s'est posée. En fait, c'est déjà là qu'il y a eu la difficulté parce que on a vu dans d'autres situations dans la sous-région, on a vu le Bénin ne s'est pas mis vraiment en avant. Mais cette fois-ci, le Bénin s'est vite impliqué. Et il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, nous sommes dans une politique diplomatique qui veut qu'on s'allie beaucoup plus au Nigeria. Le Nigeria dirige la CEDEAO avec Tinubu. Donc, ça va faire un peu compliqué, déjà pour le Bénin, de s'éloigner des décisions de la CEDEAO. Le Bénin doit approprier plus au Nigeria au Niger ou bien... Non, ce n'est pas forcément ça, parce que c'est le Nigeria qui dirige la CEDEAO. Donc, c'est déjà les liens entre le Nigeria et le Bénin, on connaît ces liens-là. Et on sait tout ce qui s'est passé sous l'ancien président nigérien Buhari. On sait que les rapports n'ont pas été forcément... les plus fructueux. Voilà. Et au-delà de ça, le Bénin est membre de la CEDEAO. Le Bénin a participé donc à la réunion qui a décidé de ces décisions, de ces mesures contre les putschistes au Niger. Maintenant, est-ce qu'on est pour la mise en application de ces mesures? Ce sont des moyens que la CEDEAO a trouvés pour faire plier les putschistes. Mais quand on fait une analyse profonde... Est-ce qu'il ne faut pas changer d'optique de méthode? Parce qu'on a comme l'impression que les putschistes, eux, n'entendent pas. Justement, on a l'impression que c'est la population qui en souffre véritablement. Parce que de toutes les façons, les militaires qui sont au pouvoir, je ne vois pas véritablement en quoi les mesures de la CEDEAO les impactent directement. C'est la population avec des camions de vivres qui sont bloqués au Bénin, avec des camions transportant des produits humanitaires qui sont bloqués au Bénin. Et je pense qu'il est temps que la CEDEAO trouve d'autres mesures pour régler la situation. Sinon, tel que les choses se passent actuellement, je pense que c'est le peuple nigérien qui souffre. Kouchibou le dit si bien, il est temps quand même de penser quand même au peuple nigérien, parce que, vous le savez si bien, Marcel Khouito, lorsque des décisions sont prises, lorsque de telles sanctions sont prises là, si au Niger, il reste qu'une seule pomme ou bien il reste, je sais pas, un seul sac de riz, ce sont les petits qui vont se le partager entre eux, pas les pauvres populations. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps quand même qu'on puisse tenter d'amoindrir un peu ou d'alléger les dites sanctions-là en vue de permettre aux populations de respirer, parce que des gens sont en train de perdre des business au niveau des frontières du Niger, ceux qui ont des camions installés de part et d'autre. Qu'en sera-t-il désormais? Qui va dédommager tout cela? Des millions qui partent en fumée ici. Non, est-ce que la faute revient au Bénin? D'abord, vous savez, quand une population est en difficulté, qui sont les premières autorités concernées? Ce sont les autorités de ce pays-là. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils ne se soucient pas. Ils ont tenté même de faire des communications un peu, que j'appelle des communications maladroites, pour montrer qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Alors que la contradiction est vite venue, surtout avec les réseaux sociaux où la population est en train de montrer que la vie devient de plus en plus chère. Les difficultés, au jour le jour, ils sont en train de le sentir. Mais on essaie de montrer quand même qu'ils sont en train de contourner avec la solidarité avec d'autres pays qui sont dans la même politique. Maintenant, vous voulez que le Bénin essaie de trouver une solution, une situation, comment vous appelez ça, atténuante pour aider la population parce que la population est en difficulté. Mais dans le même temps, posez-vous la question
quand vous le faites de cette façon, c'est que vous encouragez les putschistes à continuer. Parce que le vrai problème, c'est de les décourager. Ce n'est pas, en fait, la victime malheureuse que nous avons, c'est la population. Dans ces genres, on dit souvent quand deux géants sont en train de s'affronter, ce sont ceux qui les entourent, qui font les frais. Donc, c'est la population aujourd'hui qui en souffre pendant que le géant lui-même, il est tranquille. Qui sont les autorités? Ils sont là, tranquilles. Ils n'ont pas... Vous avez même donné le bon exemple. S'il y a une pomme à partager, les autorités vont d'abord se satisfaire au détriment de la population qui est en train de souffrir. Est-ce que, maintenant, la question, est-ce que c'est au Bénin de trouver une situation pour aider la population du Nigeria d'abord? Mais nous avons des manques à gagner au niveau de notre port avec cette situation très confuse. Manque à gagner, je n'ai pas les statistiques aujourd'hui pour dire que le premier client de notre port, c'est le Niger. Et je suis sûr que les autorités béninoises... Le pas n'est pas négligeable. Je suis sûr que les autorités au Bénin, si le Niger était pour eux le premier client, tout de suite, ils auraient trouvé une alternative pour contourner et essayer de trouver les solutions. Mais ils ont pris le temps, vous imaginez, ils ont pris tout ce temps où la frontière est restée fermée pour voir ce qui se passe et avant de décider. Cela veut dire qu'ils ont des chiffres, ils savent de quoi... et que ça ne peut pas ébranler le port de Côte d'Ivoire. On a des échos du port, on a des Maintenant, échos on aura forcément des conséquences économiques. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui font des transactions, qui sont dans des affaires avec le Niger de la même façon. Ceux qui vivent de ce transport. Voilà. De ce trafic. Il y a beaucoup de ressortissants du Niger également qui font dans le sens contraire et qui viennent faire leur commerce au Bénin. Et quand vous voyez ces interactions, vous vous posez des questions, quelle sera... Mais que ce soit dans l'un des cas ou dans l'autre, le plus important, c'est d'abord que le Bénin ne puisse pas faire en sorte que les autorités aujourd'hui, qui sont désavouées, puissent se sentir gagnants. Parce que là, finalement, l'autre conséquence, c'est tout comme si la CEDEAO, nous ne faisons qu'affaiblir davantage la CEDEAO. Il faut que ceux qui ont décidé puissent aller au bout. Je sais que ça va mettre du temps, mais à un moment donné, il arrivera où on va trouver la solution pour la réouverture de la frontière, pour que les affaires reprennent entre le Bénin et le Nigeria. Mais il faut quand même que pas tout de suite, parce que les putschistes de l'autre côté sont en train de résister, veulent montrer qu'ils sont les plus forts, et parce que d'autres sont en train de les encourager à rester, et qu'il faut qu'on accepte et que l'on donne carte blanche pour continuer. L'autre conséquence, nous savons comment ça se passe dans la sous-région. Dès qu'un ou deux posent un acte et qu'après ils trouvent gain de cause, c'est que ça contamine les autres pays. Et nous ne voulons pas que ça continue. Il faut qu'on puisse décourager ce comportement qu'on est en train de voir évoluer depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Mais il va falloir finalement que quelqu'un réfléchisse. Oui, forcément. Et je pense qu'actuellement, la CEDEAO doit un peu reconsidérer les choses. Est-ce que, à l'étape actuelle, est-ce que la ligne qui est de faire plier les putschistes et réinstaller Bazoum, est-ce qu'on en est encore là? Est-ce qu'il ne faut pas se remettre sérieusement en cause pour voir ce qui est la priorité aujourd'hui? Moi, je pense que la priorité, c'est l'intégrité du président Bazoum qu'il faut voir. Mais si la CEDEAO continue, je crois qu'il y avait même l'option militaire qui, enfin, visiblement est en train d'être peut-être abandonnée, parce que la CEDEAO, peut-être que c'était juste une menace qui a été agitée. Voilà. Mais on voit que les putschistes continuent de résister. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il y a la population qui souffre. Vous voyez, derrière, vous voyez même les gens on se pose des questions. La CEDEAO, finalement, est-ce que c'est pour sauvegarder des régimes, des personnalités, ou finalement, est-ce que la CEDEAO agit pour... La CEDEAO aussi joue sa crédibilité. Donc. Justement, la CEDEAO joue sa crédibilité, mais cette crédibilité a déjà eu des coups dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina Faso. Et même les mesures, les sanctions qui ont été prises contre le Niger
On en a eu avec le cas du Mali, et même la justice de la CEDEAO même a désavoué la CEDEAO sur ces sanctions-là. Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions aujourd'hui pour régler cette situation, parce que de l'autre côté du Niger, ça va être compliqué. Si les putschistes, ils ont été même jusqu'à s'imposer à une ouverture de couloirs humanitaires pour faire acheminer... Justement, il y a de la méfiance du côté du Niger. Justement, il y a de la méfiance, parce que derrière, les gens se disent peut-être, on peut prétester de produits humanitaires pour venir nous envahir, peut-être, qui sait. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué aujourd'hui au niveau du... Et les putschistes au niveau du Niger, ils sont dans une communication pour faire rallier entre griffes le peuple, en tout cas ceux qui sont à Niamey, parce que quand on quitte Niamey, on va peut-être dans les zones très reculées du pays, les gens souffrent sérieusement, et c'est pas évident que les putschistes aient totalement la caution. On constate que ce sont véritablement les grandes capitales qui décident de si le putsch est réussi ou pas. Malheureusement, parce que quand on voit les manifestations à Niamey, ça donne vraiment l'impression que le peuple est avec les putschistes. Ça donne vraiment l'impression. Oui? Pour finir sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué. Et tel que ça se passe aujourd'hui, il faut que... Est-ce que le climat de confiance est en train d'être restauré progressivement? Je ne pense pas. Il ne faut pas voir ça sur ce temps-là, mais il faut plutôt penser qu'aujourd'hui, les putschistes, même s'il faut commencer par les accepter en partie, ils doivent aller à la négociation. C'est la solution aujourd'hui la plus importante. Il faut qu'ils aillent à la négociation. Et quand on va à une table de négociation, ils doivent faire des concessions. Et je suis sûr, mon confrère parlait de l'intégrité, la protection du chef de l'État. Ce n'est pas aujourd'hui une priorité pour la CEDEAO, mais ça fait partie forcément des options. Parce que la CEDEAO n'admet pas le comportement, ce qui a été l'événement que nous avons constaté aujourd'hui au Niger. Personne ne veut plus que ça se passe. Nous voulons avoir des régimes, des systèmes politiques bien organisés, structurés et stables. Et cela passe d'abord par la protection de celui qui est en train d'être évincé. Alors, quand on va aujourd'hui à la négociation, il faudrait que les putschistes puissent faire forcément des concessions. Et je suis sûr que depuis un certain temps, ils sont en train de ne pas vouloir aller à cette négociation. C'est là où les choses sont en train de se compliquer. S'ils acceptent la négociation, ils iront à la table. Et là, ils doivent faire des concessions. Et je suis sûr, dès qu'ils vont commencer, on a ce défaut en Afrique d'aller au dialogue, de faire les débats. Parce qu'on ne peut pas faire des concessions. Voilà. Chacun est rassasié de son ego. Je crois, si les putschistes acceptent aujourd'hui d'aller à la table de négociation, peut-être ça va durer le temps que ça va faire, mais on va les obliger à faire des concessions. Et je suis sûr, dès que le dialogue va s'instaurer, forcément, vous allez constater que ça va... Le port de Cotonou pourra reprendre de plus belle, et les populations nigériennes pourront mieux souffler. Koshimo Oumbadji, un petit commentaire pour conclure avec ce sujet-là? Non, je pense que il faut, au niveau du président Bazoum aussi, je pense qu'il est temps qu'il prenne également des... Enfin, je ne veux pas dire parce qu'il a quand même beaucoup résisté jusque-là, mais après, je crois qu'il faut qu'il essaie de discuter aussi avec la CEDEAO, parce que ça dépend aussi de ce que lui veut. C'est en fonction de ça que la CEDEAO peut faire évoluer les choses. Mais la CEDEAO doit avoir pour priorité le peuple nigérien. Bien évidemment. Merci à vous, Koshimo Oumbadji. Merci également à Marcel Khoueto. Alors Marcel Khoueto, Boni Yayi, président de les démocrates, est-ce que cela vous a surpris à l'issue du congrès ordinaire? Oui, moi je ne m'attendais pas du tout à le voir reprendre, parce que d'abord, quand vous voyez un peu dans nos comportements politiques, c'est que celui qui est d'office à la tête du regroupement politique est appelé à être candidat. Et quand vous voyez cette logique, alors que notre constitution s'est bien dit, vous ne pouvez plus faire plus de 2 mandats. C'est clair et c'est net. Et lui-même, il sait qu'il ne peut plus jamais être candidat. Je précise bien, jamais candidat. Tel que dans l'état des textes aussi. Voilà, tel que le présente ce que nous réserve la classe politique. Pour le moment, ce que nous présente la Constitution veut que ce soit ainsi. C'est clair. Alors, maintenant, il faut retourner un peu en arrière pour voir qui est Boni Yayi. Boni Yayi, depuis qu'il est rentré dans la politique, il a eu le temps de faire un très bon parcours. C'est un acteur politique aujourd'hui qui a toujours cette envie d'être en contact avec la population. Il adore les bains de foule, et derrière lui, il a aujourd'hui
une partie de la population qui est acquis vraiment à sa cause. Alors, un bon leader, certes, maintenant, est-ce que c'est le fait qu'il soit à la tête du parti qui lui permet d'enraciner beaucoup plus ce regroupement politique? Parce que, ne l'oublions pas, il est vrai, on a tendance à faire la confusion entre les éléments, les acteurs politiques de ce regroupement-là et le regroupement politique, et le parti politique lui-même. Ce parti, c'est un nouveau parti. C'est un parti qui n'a que juste une seule expérience électorale. Juste une seule. Les élections législatives. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. Mais, souvent, on pense que on ne voit pas ça tout simplement parce que ceux qui constituent sont des anciens qui étaient dans un autre regroupement politique et ils se sont... Ça veut dire c'est juste ils ont changé de nom. Sinon que c'est, excusez-moi le terme, certains ne sont pas d'accord, que c'est les FCBE qui ont juste changé de nom pour devenir les démocrates. Parce qu'à un temps, ils se sont pas... Les FCBE qui ont voulu rester avec Boni Yayi. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez précisé Boni Yayi. Quand vous prenez ceux qui sont autour de lui, vous allez voir les anciens ministres qui étaient restés avec lui, vous allez voir les anciens acteurs, députés. Donc, ce sont des gens qui ont déjà un parcours. Et ramener Boni Yayi à la tête, je me suis posé la question, est-ce que ça ne va pas faire perturber un peu parce que où les gens vont commencer par se poser, est-ce qu'il veut revenir au pouvoir? Est-ce que ça va pas... Maintenant, ceux qui connaissent un peu la Constitution, qui ont la curiosité d'aller voir, comprendront que non, que ce n'est pas parce qu'il veut être candidat que la Constitution ne le lui permet pas, mais que c'est plutôt, comme le disait l'un des porte-paroles, que pour la situation qui se présente, ils sont en train de chercher à mieux enraciner le parti. Ils veulent faire en sorte que ça devienne un parti fort, comme nous le voulons dans le la réforme du système partisan. Et que, à l'heure actuelle, pour eux, comme je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu, qu'il est la seule personnalité à l'heure actuelle capable de jouer ce rôle. Parce mais lorsque vous le dites, avant de revenir peut-être à Koshimo Moumbali, est-ce que dans sa qualité de président d'honneur de cette formation politique, est-ce qu'il n'arrivait pas à influencer convenablement comme il le décidait ce parti politique? Et moi, je dirais, est-ce que le règlement intérieur du parti permet de jouer ce rôle s'il n'est que président d'honneur? Parce que être président d'honneur, forcément, ça limite vos actions. Il ne peut pas sortir, par exemple, aller rencontrer la population, prendre des décisions et les faire signer en tant que... il n'est que président d'honneur. Mais là, il est président. Il peut décider, aller dans les meetings, forcer. Et vous savez, il aime jouer ce rôle-là. Aller au contact de la population. Être devant de la scène. Voilà, être devant de la scène. Il adore les bains de foule. Et en tant que président d'honneur, je ne pense pas... Et ça va même créer ce qu'on appelle un conflit d'intérêts avec celui qui est président, si lui... Donc on l'avait évoqué par le passé. Donc il est obligé maintenant de prendre des rênes du parti pour être là et jouer ce rôle. Voilà. Et il a pris ces rênes-là, vous pensez que ça a été fait à l'unanimité ou bien tout le monde a cédé parce que c'était la volonté du plus charismatique? Bon, je pense que j'ai été surpris également, mais après il faut dire c'est du Yayi. Mais je pense que quand vous écoutez un peu certains membres du parti, moi je pense que l'objectif n'est pas forcément électoral. C'est-à-dire que le passage sinon, Yayi président des démocrates, c'est peut-être temporaire. Parce qu'à un moment donné, il y avait des situations au niveau du parti qu'il fallait résoudre. Quelques-unes pour informer nos amis internautes. Non, mais à l'approche du congrès, voilà, on a vu des clans qui se formaient. Donc, je pense que Yayi Boni est venu un peu en sapeur-pompier pour gérer certaines situations. Oui. Et est-ce qu'il a fait l'unanimité? Je pense que c'est quand on prend ceux qui sont là et quand on sait qu'on passe sur la base qu'il est venu régler un problème. Est-ce qu'on juxtapose un peu son charisme, on se dit... Voilà, bon, il va forcément faire l'unanimité. Et après, je pense que Boni Yayi sait qu'il ne peut plus être candidat à rien. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, si le président de la République veut discuter avec le président des démocrates, c'est avec Yayi qui va discuter. Et à un moment donné,
On a vu Vous voyez une volonté d'enlever Éric Ngoundété, d'empêcher Éric Ngoundété d'échanger avec Patrice Talon? pas empêcher, mais on peut se poser des questions un peu. On a vu ce qui s'est passé pour les législatives. D'aucuns l'ont dit, si c'est Yahi qui était le président des démocrates, il y a des choses qui n'allaient peut-être pas se passer. Et on sait, il ne faut pas le cacher, Éric Ngoundété n'a pas forcément... la même adversité avec Patrice Talon? Non, je ne vais pas dire adversité personnelle, mais c'est-à-dire quand Yahi président des démocrates, ce n'est pas la même chose que Éric Ngoundété président des démocrates. Lorsque vous mettez les deux personnalités... Parce que les fondements d'opposition à Patrice Talon ne sont pas les mêmes. Oui, c'est clair, ne sont pas les mêmes. Et après, vous savez, on va vers une élection présidentielle où lorsque vous prenez le parcours de Éric Ngoundété, c'est vrai, il n'a pas démérité. Éric Ngoundété, c'est un grand acteur politique. Mais quand on prend par exemple les résultats des élections dans sa circonscription, on sait qu'aujourd'hui, Éric Ngoundété est député parce que l'Odjo a travaillé à Tofo, parce que, en tout cas, les autres qui sont sur la liste... Il n'y a pas eu un bon score. Donc, quand on prend Éric Ngoundété politiquement, ce n'est pas forcément... Il y a à dire à ce niveau. Il y a à dire. Et ils sont dans un parti où tout le monde est presque leader. C'est-à-dire tout le monde est star dans ce parti politique-là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, à un moment donné, il y a eu des situations. Et Boni Yahi vient pour régler ces situations. Et je pense que, sauf, comment on appelle, changement, je crois que Boni Yahi ne va pas durer à la tête des démocrates. Je crois qu'il est venu régler une situation de façon temporaire et peut-être avant 2026. Je crois qu'il va peut-être encore retourner dans sa position de président d'honneur. Alors, à suivre votre vis-à-vis, pour lui, Boni Yahi est revenu à la tête des démocrates temporairement pour régler une situation ponctuelle et après quitter. Mais est-ce que vous ne voyez pas un feedback du duel Patrice Talon-Boni Yahi? Non, aujourd'hui, c'est clair, s'il faut choisir le chef de file de l'opposition aujourd'hui, on ne peut que aller vers les démocrates et voir Boni Yahi aller discuter avec Patrice Talon. Je crois que ça n'a rien d'extraordinaire aujourd'hui. Je savais qu'à un moment donné, entre les deux, c'était tendu, mais entre-temps, tout a été... les divergences ont été aplanies et les deux... Mais le discours de Boni Yahi ne le prouve plus. Lorsqu'on le suit, on a l'impression Boni Yahi, est en matière... très amer. Boni Yahi, politiquement, a toujours eu ce que vous appelez, ce que lui-même, à un moment donné, appelait les intrigues. Il ne fait pas de cadeaux quand il est sur un terrain politique vis-à-vis de de ceux qu'ils appellent ses challengers d'en face. Il ne fait pas de cadeaux. Il y va à fond. Et maintenant, est-ce que c'est une raison pour montrer que, bon, entre les deux, non, moi je ne vois pas. Mais je le vois comme quelqu'un qui est passionné à la chose politique, à jouer ce rôle. Maintenant, est-ce qu'il est venu pour jouer ce rôle temporairement? Si déjà autour de lui, je ne vois pas qui... ça a été une erreur d'abord pour Éric Ngoundété de laisser ce rôle-là à Boni Yahi. On aurait trouvé d'autres alternatives parce qu'il serait aujourd'hui difficile que Éric Ngoundété revienne. Très difficile. Mais tout à l'heure, Kochimo parlait quand même de faits, oui, pas négligents. On parle de popularité obtenue à l'issue des élections législatives passées. On parle de charisme politique sur le terrain, alors que le parti politique a véritablement besoin de leaders confirmés, de fils de terroir, si on peut le dire ainsi. Dites-moi, en dehors après Éric Ngoundété, qui d'autre vous allez mettre aujourd'hui et ça ne va pas faire polémique? Et ça va faire d'un seul coup l'unanimité aujourd'hui. Non, c'était à Éric. C'est vrai, Éric Ngoundété a... Noueno Tchadé, avec sa proximité, quand même, avec Boni Yahi. Vous savez, en dehors de Boni Yahi, qui est un leader incontesté dans le groupe, tous les autres sont des leaders dans une région. Aucun n'est leader de façon nationale où il peut, c'est-à-dire partout où il passe, il va faire l'unanimité. Boni Yahi aussi en juin parce qu'il a un statut d'ancien président de la République. Oui, c'est pourquoi on l'a ramené dans un premier temps, le temps que peut-être ils vont essayer de revoir, à faire améliorer, évoluer les choses, parce que autour de
mon confrère parlait peut-être de... Ils sont tous des stars à leur niveau donné. C'est dit, chacun est chef sur son terroir, de sorte qu'ils se disent, mais celui qu'on est en train de mettre comme à la tête de tout le groupe n'est pas plus fort que moi. Au fait, vous savez, quand vous êtes... c'est une concurrence de leadership, en fait. Et aujourd'hui, la seule personne où aucun d'eux ne peut contester la valeur, c'est Boni Yayi, c'est pourquoi il est là. Maintenant, est-ce qu'il va rester pour un temps, le temps qu'on ne trouve un autre? Je ne pense pas qu'on puisse remplacer Boni Yayi avant les élections. Avant les élections générales 2026. Voilà, je ne suis pas sûr. Et si on doit le faire, vraiment, ils doivent aller à une négociation à fond où chacun sera obligé de faire énormément de sacrifices pour qu'on accepte quelqu'un. Mais à y voir de près, Koshimo Mbadi, avant de finir ce sujet, on a comme l'impression que 2026 s'annonce alléchant et palpitant. Oui, forcément. Ça s'annonce déjà lors du congrès, on a écouté les discours. Les démocrates veulent le pouvoir. Ils vont à l'assaut du pouvoir et ils estiment avoir les chances de leur côté pour prendre le pouvoir en 2026. Donc, ça s'annonce. Encore que, on va parler d'élections générales. Donc, si quelqu'un, comme j'aime le dire, si quelqu'un se positionne mal en 2026, c'est mal barré pour lui. C'est mal barré pour lui. Sur la même question, 2026, Ouais. c'est pas progressivement. On voit Oui, de part et d'autre à travers le pays des mouvements de sollicitation d'appel à la candidature. Des personnes croient en certaines personnalités, mais parce que ces personnalités-là, on demande de ne pas suivre les candidatures, tout le monde reste bloqué. Au niveau des partis politiques, c'est l'omerta, parce qu'on estime que les partis politiques ont le dernier mot. Boni Yayi qui réorganise sa troupe, 2026, selon vous, quelle est la caricature qui se profile à l'horizon? Il y aura des surprises. Des surprises, vous savez, par exemple, avec les démocrates, Boni Yayi, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, il a ce petit truc... Elle a un génie? Je ne dirais pas génie. Une petite réflexion qui peut venir à tout moment et qui va surprendre le grand monde. Parce qu'il sait qu'autour de lui, dans le parti, pour le moment, il n'a pas encore ce qu'il veut. Mais il peut le faire venir. Hein. Espérons qu'il ne parachute pas encore quelqu'un en 2026. Oui, justement. Pour pas créer des dissensions. Peut-être que ça a été fait en 2016, en 2021 également. Je vous dis, Boni Yayi est capable de nous amener dans cette direction. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de voir. Est-ce qu'il aurait tiré le leçon du passé avec une telle option? Mais ce ne seraient pas les mêmes contextes, justement. Ce ne seraient pas les mêmes contextes. Du coup, wait and see. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce samedi, c'est cette répression annoncée par les éléments de la police républicaine des chargements hors gabarit. Selon vous, Koshimo Mbadi, est-ce que vous y voyez un intérêt lié à la sécurité des personnes et des biens? Oui, forcément, il y a un intérêt en matière de sécurité routière. Nous-mêmes, quand on en voit parfois dans la rue, voilà, on s'en indigne. Vous voyez des taxis qui chargent véritablement, c'est-à-dire, on se demande si, bon, finalement, le chauffeur, il a décidé de se suicider, en fait. Donc, je crois que ça, c'est une bonne décision, c'est une bonne mesure. Et après, il faut que ça aille au bout, parce qu'on a vu en matière de sécurité routière, il y a beaucoup de mesures, beaucoup de décisions qui ont été prises. Mais bon, les premiers jours, mais bon, après, on ne voit plus rien. Moi, je pense que ça va aider à discipliner un peu le transport en commun au Bénin. Ça va aider à discipliner le transport en commun au Bénin. Mais Marcel Koto, est-ce que la tâche sera facile lorsque nous connaissons un peu nos conducteurs de taxi, lorsque l'on sait un peu comment les populations arrivent quand même à se démerder pour acheminer les marchandises de part et d'autre? Est-ce que vous pensez que ce serait facile cette répression-là? Est-ce que vous pensez que les populations vont mieux appréhender l'intérêt de cette répression? Je vous dirais directement que ce ne serait pas facile, tout simplement parce que nous ne respectons pas au Bénin les codes de la route. Vous savez, je vais vous donner un exemple banal. Il y a des voies où vous verrez des barrières, c'est-à-dire la hauteur du véhicule qui doit passer. Mais demandez-vous, d'abord quand vous prenez un véhicule, il doit avoir une charge maximale. Est-ce que les gens respectent d'abord ça? Et deuxième chose, la hauteur. Est-ce que les gens respectent ça? Et c'est rentré dans... Je laisse encore les véhicules, les gros porteurs et autres, et je reviens d'abord à nos conducteurs de taxi moto. Vous voyez une bonne dame qui met un enfant au dos, qui met deux autres.
finalement, vous vous retrouvez sur une seule moto, 5 personnes. Le conducteur met 2 petits garçons devant lui. Elle vous dirait qu'elle n'a pas les moyens pour pour assurer le transport et qu'elle s'est réveillée à peu de moyens. Le taximan vous dirait également qu'il compatit à sa peine, il a voulu l'aider. Face à une telle situation de genre, Marcel Croteau. Il y a une chose qu'il faut d'abord, vous savez, la loi ne veut pas connaître vos situations. C'est un principe, c'est une disposition qui a été prise pour régler un certain nombre de problèmes. Et quand vous dites, je n'ai pas les moyens, et il faut que je mette, vous n'avez pas les moyens, mais vous voulez mettre la vie d'autant de personnes en danger. Est-ce que cette logique-là, ça tient? Je n'ai pas les moyens, mais je mets en même temps la vie de 5 personnes en danger. Ce n'est pas cohérent, il n'y a rien. Autant, il vaut mieux y aller à pied. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Et c'est justement parce que nous ne respectons pas le principe du code de la route que nous nous retrouvons dans cette situation. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'interdire les changements au gabarit, on ne devait même pas aller dans ce sens. Il fallait simplement dire que maintenant, nous serons rigoureux sur les principes du code de la route. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Mais là, il faut beaucoup sensibiliser. Justement, je crois qu'il faut éduquer un peu permettez-moi de répondre. On peut sensibiliser pendant 365 jours, 24 sur 24. Tant qu'il n'y a pas la répression, les gens ne se mettront pas au pas. Les Béninois ne comprendront jamais. Oui, je pense quand même qu'il est important de sensibiliser parce que l'exemple est réel. Vous dites que vous n'avez pas les moyens, mais vous voulez mettre quand même la vie des gens en danger. Il faut expliquer ça aux populations, il faut expliquer ça aux usagers pour dire, OK, si vous n'avez pas les moyens, autant faire ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver en danger après. C'est un peu comme les casques. Vous voyez des gens qui ne portent pas de casque. Tout à fait. On dit qu'on n'a pas les moyens pour payer un casque, mais rouler sans casque, c'est quand même un danger. Et lorsque la situation va se produire, pour un casque de 5 000, vous vous retrouvez peut-être à la réanimation, vous vous retrouvez à dépenser des millions. Donc je pense qu'il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut expliquer aux gens la nécessité qu'il y a donc à éviter les chargements hors gabarit parce que de toutes les façons, dans tous les cas, ça met en difficulté, ça met en danger le conducteur, la cliente ou le client et beaucoup d'autres personnes. Et non seulement ces changements gabarit, vous voyez des conteneurs qui tombent parfois, qui renversent même des camions, mais vous ne mettez pas seulement votre vie en danger, mais vous mettez en danger la vie des usagers de la route. D'innocentes personnes. Mais lorsque tout cela va être demandé d'être effectué en règle, au niveau des commerçants qui transportent des marchandises de part et d'autre à travers la ville de Cotonou et autres, ça veut dire qu'il peut y avoir des incidences, même si elles ne seront pas considérables, sur le coût de ce qu'elles commercialisent. Notamment nos moments de Dogpa. Oui, si le transport, on vous oblige à diminuer la quantité que vous devez transporter. Ou à ne plus le transporter comme habituellement. Vous voyez, par exemple, autrefois, des dames, peut-être en quittant Tokpa pour regagner la ville d'Abomey-Calavi, pouvaient peut-être embarquer et charger au-dessus de leur véhicule rapidement tout ce qu'elles ont acheté en haut, et pratiquement avec un petit forfait, il faut déplacer. Là, si elle doit louer un taxi pour acheminer ses bagages, forcément, il doit avoir une petite hausse sur ce qu'elle va aller revendre là-bas. Oui, forcément, si ça doit avoir, il vaut mieux, comme on le dit. Sa sécurité est plus importante. La sécurité est plus importante. Si ce cours-là, est-ce qu'il faut maintenant faire la comparaison entre ce que ça peut lui coûter s'il se retrouve dans une situation compliquée d'accident ou d'ajouter ce petit coût qui vient s'ajouter et qu'il va récupérer en commercialisant ses produits. En commercialisant ses produits. Koshimo Ngbadia, un petit commentaire pour conclure. Oui, je pense que le choix est vite fait. S'il faut que les produits prennent un peu de coût pour que la sécurité routière soit garantie. Et qu'il n'y ait plus d'innocentes personnes qui partent. Voilà, et je pense même que quand on analyse bien, c'est peut-être encore plus avantageux parce que vous voyez des bonnes dames qui, c'est-à-dire la moto est tellement chargée, elle-même, elle est coincée au fond quelque part. Voilà des caricatures. Voilà, c'est suffisamment dangereux. Moi, je pense que
la sécurité avant tout, quoi. Les gens sont aujourd'hui infirmes à cause de tels chargements. Merci à vous, Koshimo Ogbadji. Je rappelle que vous êtes journaliste à Bénin Web TV. Merci. Marcel Reto, directeur de publication de 24 heures au Bénin, le journal en ligne qui est très prisé d'ailleurs même. Merci à vous, chers amis internautes. C'était un instant Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.